soir, elle riait de bon cœur et savait nous faire rire. Elle aimait la scène. Nous l'aimions sur scène. Jacqueline Maillan nous a quittés. Elle avait 69 ans. Oui, la rubrique recette de star. Je suis là, oui. Si j'ai une spécialité culinaire, mais absolument. J'ai une recette personnelle pour la choucroute. Vous avez ce qu'il faut pour noter? Vous notez? Vous inscrivez tout? Bien. Alors, afin que ma choucroute soit plus légère, plus digeste, je ne mets pas de charcuterie. Je mets du beefsteak. Du filet, si vous voulez. Le rumsteak, c'est bien aussi. La paupiette, c'est un peu lourd, enfin, oui. Alors là, écoutez-moi bien, et c'est là ma trouvaille. Je ne mets pas de chou. Je fais des frites. Nous lui rendrons hommage à la fin de ce journal en l'écoutant encore plus longuement. Une première étape vers l'Europe sans frontières franchie ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé à une large majorité le projet de révision de la Constitution. Un résultat inespéré pour François Mitterrand et Pierre Bérégovoy. Quelques semaines à peine après la défaite des élections régionales, les socialistes ont réussi à constituer avec l'UDF une majorité d'idées sur l'Europe, comme disait Edgar Faure. Du coup, l'opposition a affiché ses divergences. Le RPR s'est en effet partagé entre un vote hostile au projet, à l'image de Philippe Séguin, et l'abstention, à l'image de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur, notre invité. Bonsoir, Monsieur Balladur. Bonsoir. Avant de vous écouter, récit d'une nuit blanche à l'Assemblée nationale par Jean-Baptiste Prédaly, Jean-Jacques Ledeuil et Christophe Héroux. Pour Maastricht, l'Assemblée a veillé tard. Pour mettre la Constitution à l'heure de l'Europe, elle a vidé ses couloirs et battu des records d'affluence. Un hémicycle garni toute la nuit pour un débat sérieux. De persévérance, 25 heures de séance non-stop, 94 amendements examinés, plus les explications du Premier ministre hier soir. Ce matin, chacun, une dernière fois, a rassemblé ses forces. Résultat, 398 voix pour la révision constitutionnelle, 77 contre. Unis dans les applaudissements, les socialistes, l'UDF et les centristes. Au RPR, après le flottement, l'abstention. 31 anti-Maastricht ont pourtant refusé de s'aligner et ont suivi Philippe Séguin. Au bout de la nuit, les explications. Je crois que c'est pour le groupe du Rassemblement, aujourd'hui, et par rapport à ce qui s'est passé dans les quelques jours derniers, à mon avis, un ressaisissement. Il y a un rapport dont chacun sait ce qu'il est. Tout le monde l'a retrouvé depuis hier. Le RPR est majoritairement hostile à la réforme constitutionnelle. Le président du RPR a souhaité, pour des raisons internes au RPR, que ce soit un vote d'abstention qui prédomine. Nous y sommes pas opposés. Fond au RPR, opposition divisée, l'UDF minimise. L'opposition a eu le courage d'affirmer ses convictions, de faire apparaître ses différences, et à partir de ce moment-là, d'avoir peut-être démontré qu'elle était devenue adulte. Après l'Assemblée et le Sénat, deuxième étape pour l'Union RPR-UDF, peut-être deuxième obstacle. Monsieur Balladur, vous-même, vous êtes abstenu. Oui, tout à fait. Et vous aviez prôné l'abstention comme une sorte de compromis, l'abstention du RPR et celle de l'UDF. Vous n'avez pas été suivi, est-ce que vous le ressentez? Je n'ai pas été suivi, je vous demande pardon. 90 députés RPR ont voté pour l'abstention sur un peu plus de 120. Je fais allusion à l'UDF. À l'UDF, en effet. Il me semblait que la formule de l'abstention était celle qui nous permettait de nous retrouver pour faire le point, si je puis dire. Je vous rappelle que la procédure a plusieurs étapes. C'est la première étape, devant l'Assemblée. Ensuite, on doit aller devant le Sénat. Et il me semblait que l'abstention sur une affaire de ce genre pouvait être une sorte d'avertissement donné au gouvernement parce que nous considérions que le texte tel qu'il est, avec les amendements qu'au départ le gouvernement se disait et décidait à accepter, ça n'était pas assez. Je rappelle en passant que nombre d'entre nous, dont moi-même, sont favorables à la ratification des accords de Maastricht, ce que je confirme une nouvelle fois. Donc vous êtes européen? Tout à fait, sous réserve que certaines garanties nous soient données. C'est ce que l'opinion peut ne pas comprendre, ça paraît contradictoire. Ne pas voter le projet de révision de la Constitution et approuver Maastricht. Mais les deux opérations n'ont pas lieu à la même date, Monsieur Paul Amar, n'est-ce pas? On commence par nous dire, on a ratifié Maastricht, mais il faut d'abord modifier la Constitution. Bien, j'observe qu'on aurait peut-être pu s'en apercevoir un peu plus tôt, mais peu importe, on ne l'a pas fait. Et nous disons, ce traité, pour nous, va dans la bonne direction, enfin nous sommes nombreux à le dire, pas tous, mais nombreux,
Mais il faut prendre un certain nombre de précautions. C'est ce que j'ai dit dès le premier soir. Or, il nous a semblé que ces précautions n'étaient pas suffisantes. En revanche, nos partenaires de l'UDF, eux, les trouvaient suffisantes. Alors, c'est pourquoi j'avais proposé que nous nous abstenions dans une première phase avant que le Sénat ne reprenne les choses et que nous jugions définitivement à l'arrivée. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez le sentiment que l'UDF vous a lâché? Non, 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 pas du tout. Écoutez, il faut savoir ce qu'on veut, n'est-ce pas, dans l'existence. Nous avons fait le choix de la liberté, de la démocratie, et notamment au groupe RPR, et dans l'opposition de façon générale, il n'y a pas de discipline de vote, chacun vote selon sa conscience. Oui, mais cela donne une mauvaise image. Ça ne donne pas une image, pour l'instant, de très grande cohésion, c'est vrai, mais nous allons voir ce qui va se passer au Sénat, et vous verrez ensuite qu'au retour à l'Assemblée nationale, les choses se passeront de façon différente. Une partie des députés RPR vous ont suivi, se sont abstenus, une autre partie a voté contre. Oui. Est-ce que le RPR est menacé d'éclatement sur un sujet aussi important que l'Europe? Certainement pas. Certainement pas. D'ailleurs, sur des sujets tels que l'Europe, une certaine diversité, je dirais quasi de tradition au RPR. Et nous ne pratiquons pas le monolithisme. Ceux d'entre nous qui sont contre l'Europe ont pu s'exprimer très longuement, à l'inverse de ce qui s'est passé pour les socialistes. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'une fois cette affaire réglée, elle le sera d'une façon ou de l'autre, je souhaite qu'au Sénat, le gouvernement fasse des concessions complémentaires, car il y a encore des concessions qu'il doit faire. On parle des autres vrais problèmes de notre pays. Aujourd'hui même ou hier, on a publié sur la sécurité, sur la délinquance, des statistiques très inquiétantes. Il y a un plan d'urgence contre le chômage dont j'ai des raisons de penser qu'il ne donnera pas beaucoup de résultats. La sécurité, le chômage, l'échec scolaire, les déficits, les retraites, voilà les vrais problèmes qui intéressent les Français. Et je souhaiterais que le gouvernement n'utilise pas ce débat, qui certes est un débat important, comme une sorte de rideau de fumée, comme un moyen de créer des difficultés aux autres pour se dispenser de résoudre les difficultés du pays. Évoquons la perception que peut avoir l'électorat de l'opposition, votre électorat, Monsieur Balladur, de ce qui s'est passé hier. 93 élections législatives, souvent, on vous présente comme un futur Premier ministre de cohabitation. Il y aura, si vous gagnez les élections évidemment, il y aura une autre cohabitation, UDF, RPR. Comment gouverner ensemble quand on n'est pas d'accord sur l'Europe? Mais écoutez, nous sommes d'accord sur l'Europe. Nous sommes d'accord sur l'Europe et dans notre vision sur ce qu'il faut faire dans les années qui viennent. Certes, si vous nous demandez ce que devrait être l'Europe en l'an 2005 ou en l'an 2010, les uns vous diront ça devrait être une fédération et les autres vous diront non, il faut que chaque nation doit conserver entre les mains les instruments essentiels de la maîtrise de son destin. Bon, mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Il s'agira en 1993, si les Français nous font confiance, et nous devrons faire des efforts pour cela, car nous avons gagné les élections régionales et cantonales, mais il nous reste à gagner les élections législatives et ça n'est pas à jouer d'avance. Et il faut que nous soyons très vigilants. Eh bien, les Français devront nous faire confiance, s'ils le font, sur la base d'un programme clair et précis. Est-ce que l'opposition n'a pas fait hier un superbe cadeau politique à François Mitterrand? Imaginons un référendum sur l'Europe et une opposition aussi divisée qu'hier. Écoutez, nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, il faut modifier la Constitution. Nous allons voir comment les choses vont se passer au Sénat et, au retour, les conclusions que nous en tirerons à l'Assemblée. Je suis de ceux qui regarderont la chose dans un esprit, je dirais, totalement honnête. Pour ma part, je le répète encore une fois, la ratification du traité de Maastricht ne me pose pas de problème particulier sous réserve qu'un certain nombre de précautions soient prises. Quelques-unes ont été prises, d'autres, ça n'est pas encore suffisant. Quoi qu'il en soit, nous avons fait le choix de l'union de l'opposition. La tentative que nous avons faite d'essayer de rassembler tout le monde sur cette formule de l'abstention était justifiée par notre désir de l'union. Elle n'a pas réussi, autant vous le dire, c'est la vérité. Vous le diriez si je disais le contraire, vous auriez raison. Elle n'a pas réussi, mais pour autant, notre choix fondamental d'offrir une alternative aux Français pour une autre politique pour notre pays et dans une union avec nos partenaires n'est pas remise en cause, et en tout cas pas par ce qui s'est passé aujourd'hui. En un mot, vous ne croyez pas à un possible renversement d'alliance, par exemple une alliance d'idées entre certains centristes et les socialistes? Absolument pas. Je suis convaincu que, bien que nous ayons certaines divergences entre nous, c'est vrai, nous sommes unis sur l'essentiel. Merci, Monsieur Balladur. Merci. Le préfet de Haute-Corse, Henri Huran, a été placé en position hors cadre, une décision prise par le ministre de l'Intérieur et approuvée par le Conseil des ministres à la suite, je cite le porte-parole du gouvernement, à la suite des insuffisances apparues dans le fonctionnement de l'administration en Corse.
une façon pudique de mettre l'accent sur la responsabilité du préfet dans le drame de Furiani. En clair, c'est une sanction. Et ce n'est pas la seule. 3 nouvelles inculpations ont été prononcées aujourd'hui à Bastia, ce qui porte à 6 le nombre de personnes mises en cause. Reportage sur place de Maxime Villerio. Jean-Marie Boismont a été transféré hier soir dans une prison du continent par mesure de sécurité. C'est l'ingénieur de Sud Tribune chargé du montage de la structure. Une seconde personne a été écrouée dans le même laps de temps. Il s'agit de Bernard Rossi, directeur de la Socotec, accusé de ne pas avoir effectué les contrôles de sécurité inhérents à cette manifestation. Le juge Rousseau convoque depuis hier les différents acteurs de cette tragédie, à commencer par Jean-François Philippi, entendu depuis hier 11 h, hospitalisé cette nuit, puis reconduit ce matin dans les locaux de la gendarmerie de Bastia. Il serait déféré au parquet dans les prochaines heures. Autre personne entendue et inculpée, Michel Lorenzi, vice-président, Étienne Galeazzi, secrétaire général de la Ligue Corse, Noël Bartolini de la Ligue Corse de football également. Chef d'inculpation retenu, coups et blessures involontaires, faux et usage de faux. Ces personnes ont été remises en liberté. D'autres interpellations devraient suivre. Toutes les sanctions qui tombent en cascade sont fondées sur le contenu du rapport établi par la commission d'enquête. Un rapport accablant pour la société Sud Tribune, la Fédération française de football et la commission départementale de sécurité. Hervé Dino. Cette construction métallique, en raison de la configuration adoptée par l'ingénieur de Sud Tribune, ne pouvait que s'effondrer et transformer le public accueilli en victime. Responsable numéro 1 de la catastrophe aux yeux de la commission d'enquête, la société Sud Tribune. À l'évidence, les gradins installés à Furiani ne pouvaient supporter la charge de spectateurs qu'ils devaient accueillir. Par ailleurs, les experts ont relevé plusieurs erreurs de montage. Pour livrer l'édifice dans les délais, Sud Tribune a bâclé le travail. En revanche, la Socotec, dont le responsable local a été inculpé, est elle relativement épargnée. La commission constate simplement que sa mission de contrôle technique était floue et uniquement définie par un contrat oral. Mais ce que souligne surtout le rapport, c'est qu'à aucun moment les autorités sportives et administratives ne se sont souciées des modalités de ce contrôle. La commission départementale de sécurité, filmée ici, la veille du drame, est désignée du doigt. Après avoir rendu un premier avis défavorable, c'est elle qui finalement a donné son feu vert 3 heures à peine avant le début de la rencontre. Une décision justifiée, selon certains, par les particularismes locaux. Nous sommes en Corse, il s'agit d'un match que tout le monde veut, il s'agit d'une fête que tout le monde veut préparer, il s'agit d'une expression globale à laquelle tout le monde veut participer. Je me dis, moi je ne sais pas qui c'est qui est capable de résister à ce type de pression. Le président de la commission de sécurité, le préfet, est directement mis en cause. On lui reproche d'avoir négligé les problèmes de faisabilité du projet. Le club de Bastia et la Ligue de football ont également leur part de responsabilité dans le drame. Ils ont fait construire la tribune sans autorisation et ne l'ont pas vérifiée après édification. Au passage, la commission d'enquête relève que le club Bastia a détourné près de la moitié des recettes du match. Et Jean Fournier-Fayard, le président de la Fédération française de football, a été aujourd'hui longuement entendu par les gendarmes à Paris avec 2 autres responsables de la fédération. Le Parlement a l'assaut d'un monopole, celui des dockers CGT, mais les parlementaires comme le gouvernement auront du mal à convaincre cette profession de la nécessité d'une réforme des statuts. Agnès Molinier. Quelques responsables nationaux des dockers sont venus écouter le débat, plutôt dubitatif, sur un texte qui remet en cause leur statut établi en 1947. Intermittents, avec une rémunération garantie nationalement pendant les périodes d'inemploi, ils deviendraient des salariés mensualisés et la gestion de leurs effectifs se ferait port par port. Pour le gouvernement, cette réforme est indispensable. Ne laissons pas dire que la situation serait idyllique. Il n'y a pas plein d'emploi dans les ports, malheureusement. Et on travaille 1 jour sur 2. Et là, notre ambition, c'est de faire en sorte que la régularité du travail géré par les entreprises permette une garantie de rémunération, des retraites améliorées par exemple aussi. Bref, que les entreprises et les dockers redonnent la compétitivité dont nos ports ont absolument besoin. Seul le Parti communiste s'est déclaré hostile au principe de cette réforme. Il va présenter les amendements de la CGT. Pour eux, la mensualisation est un recul inadmissible. La mensualisation, c'est quoi? C'est qu'on casserait ces garanties et des dockers seraient employés dans des entreprises comme dans toute autre entreprise. Elles en prendraient peu, les autres seraient licenciés. On prévoit un plan social, 1 licenciement sur 2.
Aujourd'hui, les dockers sont très mobilisés, comme ici ceux de Calais et Boulogne. Depuis octobre, ils multiplient les arrêts de travail et sont en grève cette semaine. Une fois la réforme votée, ils pourraient décider de tout faire pour empêcher qu'elle soit appliquée. Des quartiers plus sûrs dans des villes humaines, c'est le pari de Béret. Le Premier ministre Pierre Bérégovoy a présenté ce matin au Conseil des ministres une série de mesures destinées à transformer les conditions de vie dans certains quartiers où la ségrégation et la misère s'accroissent à vue d'œil, mais aussi et surtout à améliorer la sécurité des citadins. Les policiers dans les rues seront plus nombreux, plus visibles. Caroline Sins. Moins de policiers derrière les bureaux, plus sur le terrain. Pour lutter contre l'insécurité, 3200 policiers seront affectés en renfort dans les rues. C'est la première décision du plan sécurité. 1000 policiers auxiliaires, des appelés du contingent, seront utilisés. 1000 emplois administratifs créés. 27 départements très urbanisés en bénéficieront en priorité. Deuxième décision, travailler sur des objectifs prioritaires. Parmi ceux-ci, la lutte contre la drogue et contre les bandes de délinquants. Des bureaux de police s'installeront dans les quartiers sensibles. La sécurité dans les lieux publics, tels les écoles ou les transports, sera renforcée. Les personnes âgées pourront bénéficier d'une protection. Il faut prévenir, c'est-à-dire empêcher que se crée un climat d'insécurité. Ensuite, il faut dissuader, c'est-à-dire faire en sorte que les délinquants potentiels ne puissent pas agir et nuire. Et enfin, si la prévention et la dissuasion n'ont pas suffi, à ce moment-là, il faut réprimer. Toutes ces mesures demanderont plus de travail aux policiers. Il est donc prévu d'améliorer leurs conditions de vie au niveau des salaires et du logement. Le plan sécurité doit aider à retrouver des quartiers sûrs dans les grandes villes. Il est applicable immédiatement. Quels seront les effets de ce plan d'action gouvernemental qui veut en fait concilier répression et prévention? Enquête de Nathalie Darigrand et Philippe Guinet à Chanteloup-les-Vignes, près de Paris, une banlieue comme une autre, c'est-à-dire difficile. Chanteloup-les-Vignes, cité La Noé. 45% de la population a moins de 20 ans, le taux de chômage frôle les 15%. En 90, des échauffourées entre jeunes ont fait parler de la ville, de la cité. Depuis, certains magasins restent fermés, le supermarché, le bureau de tabac. J'ai eu des problèmes comme tout le monde, j'ai eu 2 fois ma vitrine de cassée, mais enfin, c'est pas trop grave par rapport aux autres. La sécurité, c'est un problème quotidien ici. 10 000 habitants, seulement 10 policiers et 4 auxiliaires pour les encadrer. Dans ces conditions, l'annonce du renforcement des effectifs de la police ne peut être que bien perçue. Et je dirais que ces mesures seront d'autant plus efficaces si derrière, sur le plan judiciaire et sur le plan éducatif, des moyens sont donnés pour permettre que derrière le travail de la police, il y ait une action suivie au niveau notamment des jeunes qui posent problème par leur comportement délictueux. À partir de là, je pourrais vous dire si c'est efficace. À Chanteloup, cela fait plus de 10 ans que les responsables se battent pour que la répression s'accompagne de la prévention. Pas moins de 80 associations animent le quartier et comme toujours, côté jeunes, on affirme que le dialogue est plus important que l'autorité. Je pense qu'aux États-Unis, on a renforcé énormément tout le secteur répression. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose que les feux et flammes sur Los Angeles. Bon, ici, nous ne sommes pas à l'abri, mais quand même, il y a des solutions, il y a des actions qui peuvent être mises en place et qui sont certaines sont déjà mises en place dans certains quartiers, qui feront peut-être que ça ne se passera pas la même chose. Et comme pour l'illustrer, toute la cité s'accorde pour dire que les seuls uniformes véritablement intégrés ici sont ceux des 2 seuls policiers municipaux, eux qui n'ont pas de pouvoir répressif, celui uniquement d'écouter. Un accident s'est produit ce matin à Bouaille, en Loire-Atlantique. 2 cars transportant des enfants ont été percutés par un poids lourd qui roulait sans doute trop vite. 12 personnes, dont 8 enfants, ont été blessées et hospitalisées. Ils ne sont pas en danger. 35 autres passagers ont été soignés sur place. La Lituanie indépendante reçoit en visite officielle son premier chef d'État occidental, en l'occurrence le nôtre. François Mitterrand est arrivé cet après-midi à Vilnius, première étape d'une visite de 3 jours dans la République balte. Reportage de Pascal Verdeau et Pierre Michel. L'hommage de François Mitterrand aux victimes de la répression sanglante de Vilnius en janvier 91, 17 civils tombés sous les balles des bérets noirs soviétiques, toute la portée symbolique d'une visite en quelques images. La France veut aider la Lituanie à consolider son indépendance et à s'insérer dans les grands flux économiques mondiaux. La Lituanie, ballottée par les vents de l'histoire, en pleine interrogation. Faut-il introduire une monnaie nationale et quitter la zone rouble alors qu'à l'ouest on va vers la monnaie unique? Faut-il conserver un président? Ce sera l'objet du prochain référendum. Enfin, qui doit être citoyen lituanien? Traduisez.
Comment préserver les droits des minorités polonaises ou russophones? Des questions qui sous-tendent l'entretien entre François Mitterrand et Vytautas Landsbergis. Les deux hommes se connaissent bien, connivence de l'histoire et de la culture, mais il leur faudra aussi parler économie. L'attentisme des industriels français n'est plus de mise, dit-on à Vilnius, car il existe désormais un accord réciproque de protection des investissements. Enfin, et cela fait partie des craintes des hommes politiques lituaniens, le départ des ex-soldats soviétiques n'est toujours pas effectif. Il y a quelques semaines à Paris, le président Landsbergis affirmait que cette énorme armée pouvait encore constituer un danger pour l'Europe. Eh bien, sur ce sujet, Paris attend désormais un geste de la part de Boris Yeltsin, peut-être un début de calendrier de retrait. Amérique 2, Italie 1, la Coupe de l'America est de nouveau dominée par les autochtones qui ont battu hier Il Moro di Venezia. Cette coupe, vous l'avez suivie largement sur la 3 grâce à Thalassa et vous vivrez d'autres événements sportifs sur la 3 comme sur la 2 dans les semaines, les mois et les années prochaines. Hervé Bourges, le PDG des deux chaînes, considère le sport comme une priorité stratégique pour le groupe public et a annoncé ce matin au cours d'une conférence de presse le retour du football. Ce sera le cas dès ce soir à Antenne 2 à 20h30 et ce sera le cas sur nos deux chaînes en juin prochain pour le championnat d'Europe de football. Découvrons ensemble les rendez-vous qu'Antenne 2 et FR3 vous proposent dès le 10 juin. Suède-France, donc le premier match de ce championnat d'Europe sur Antenne 2 et d'autres matchs comme le dimanche 14 à 20h15 sur FR3, Suède-Yougoslavie ou le jeudi 18 juin, Pays-Bas-Allemagne, un superbe match j'imagine, à 20h15 sur notre chaîne. On aura évidemment l'occasion d'en reparler avant le mois de juin. Vous le savez, si vous nous faites l'amitié d'être avec nous depuis le début de ce journal, Jacqueline Maillan nous a quittés, elle avait 69 ans, elle était très présente sur scène, très discrète dans la vie. Saluons-la discrètement en l'écoutant, simplement. Du cabaret L'Amiral, où elle fit ses débuts, jusqu'à la scène des grands théâtres de boulevard, Jacqueline Maillan a toujours servi le rire. Ou même 3 ou 6 ou 12, c'est merveilleux. C'est beau la vie, et je l'adore. Car comme on dit, tant qu'il y a de la vie, on n'est pas mort. Moi, le dernier personnage dont je me rappelle, c'est dans, je crois, Papy fait de la résistance, où elle, je crois, elle avait le rôle de la femme du papy en question, quoi. Et c'est un personnage de grande bourgeoise avec un parler un petit peu étonnant, très snob et de temps en temps très vulgaire. Il est clair que nous manquons de place, ça, je ne discute pas. Alors c'est très simple, je vais aller voir les Allemands et leur expliquer que nous ne pouvons pas recevoir ce général parce que c'est trop petit. Et puis voilà. Passe, colonel, est-ce que vous avez bien lu l'ordre de réquisition? Aïe, maman! Oh, c'est marrant. Enfin, c'est marrant parce que, bon, si j'aurais pas pu vous donner un rendez-vous si j'avais pas le téléphone. C'est marrant. C'est marrant, les grands timides. Et nous lui rendrons hommage sur FR3 dimanche à 20h45 avec la comédie de Pierre Mondy, Appelez-moi Mathilde. Fin de ce 19-20, Marc Hautement 22h20, Florence Klein 20h. Bonne soirée, à demain 19h. Bonsoir.